Démocrates africains, en tout cas, on ne va pas mettre du temps pour ce direct d'aujourd'hui parce que nous avons promis faire un direct demain. Mais comme vous le savez, quand on tombe sur des petites informations, il est toujours nécessaire déjà d'évacuer ces informations parce que le direct de demain, ça sera concentré spécifiquement sur 3 de nos compatriotes, donc M. Ludovic Mbani, M. Georges Goma et puis M. Evra Nango. Voilà, donc ça sera spécifique pour le direct de demain, ça sera concentré pour cela. Mais le direct d'aujourd'hui, simplement, on vient encore conscientiser les jeunes Africains de réellement prendre la conscience parce que le monde est en train de shifter, le monde est en train de changer et nous sommes en train de dormir. Avant que nous rentrions dans le vif du sujet, nous aimerions tout simplement féliciter l'équipe de France qui venait donc de passer au 8e de finale et qui passe au quart de finale, on peut le dire comme ça. Et puis éventuellement l'Uruguay qui vient donc de battre le Portugal. Donc félicitations à ces équipes. Et puis bon, nous leur souhaitons un plein succès pour la prochaine étape de la compétition. Bon, ceux qui ont perdu, bon écoutez, ce sont des grands sportifs, Ronaldo est dehors, Messi est dehors. Nous voyons ces deux joueurs, ils ne se sont pas bagarrés, à la fin ils ne se sont pas coups de poignet, ils n'ont pas cherché la guerre. Là. Vous voyez, quand on perd, on perd. C'est l'esprit sportif, on ne sent pas de la haine ou de la violence après, vous voyez. Comme un peu font les politiciens africains, vous perdez, ça devient la guerre, des discussions inutiles, les gens vont se mettre à se battre, et ce sont des pauvres citoyens qui se mettent à perdre leur vie. Vous voyez que nous souhaiterons que la politique en Afrique, que la conscience que la conscience vienne et éventuellement que la politique devienne comme aussi, que par le sport, vous perdez, mais il faut perdre avec le système d'arbitrage, que tout le monde soit convaincu que l'arbitrage a été fait d'une manière légitime et légale et avec une partialité, avec l'impartialité, excusez-moi, avec l'impartialité, pour qu'on ne se dise pas que l'arbitre a été d'un seul camp. Vous voyez, chers amis, l'Afrique doit réellement prendre la conscience. On va vous faire passer rapidement une vidéo de Tiken Jah Fakoly. Ce qui est plus important, c'est le fond du message qu'il a eu à dire. Comprenez bien ce que M. Tiken Jah Fakoly est en train de dire ici. C'est ça l'objectif du direct d'aujourd'hui. Ça ne va pas prendre du temps, mais on va quand même vous le passer. Donc permettez-moi tout simplement, je vais tourner la caméra. Et puis nous allons simplement nous mettre à écouter ce que M. Tiken Jah Fakoly vient de nous dire. Voilà, donc je vais simplement essayer de jouer la vidéo. Est-ce que ça se pourrait, ça, une Afrique unie et solidaire qui parle d'une seule voix? C'est indispensable. Une seule force politique, une seule force économique. C'est la seule solution. Vous savez, l'Afrique détient toutes les richesses dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. L'uranium, le café, le cacao, le fer, le diamant. On a tout ce dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Et il se trouve aujourd'hui que c'est un paradoxe. Continent très très riche, population très très pauvre. Ouais. Voilà, nos matières premières sont pillées, etc. Et donc, c'est quand on parlera d'une seule voix. Vous savez, la Côte d'Ivoire seule produit 40% de la production mondiale de cacao. Le Ghana, le pays voisin de la Côte d'Ivoire, produit 20%. Donc, rien que les deux pays, 60. Ça fait 60. Donc, bon, chers amis, donc, ça c'est très important. Nous allons continuer la vidéo tout à l'heure. Parler d'une seule voix. Vous voyez que l'Afrique détient quasiment toutes les matières premières du monde. L'Occident, c'est ce que Tiken Jah Fakoly est en train de dire. L'Occident, pour évoluer, a besoin de la matière première qui vient d'Afrique. Mais si l'Afrique parle d'une seule voix, une même politique de développement, ça veut seulement dire que l'Afrique sera un continent plus développé que l'Occident. L'exemple que M. Tiken Jah Fakoly venait de dire, la Côte d'Ivoire, à elle seule, produit 40% du cacao mondial, donc 40% du chocolat du monde entier. 40%. Le Ghana produit 20% du cacao mondial. Donc vous voyez, donc le Ghana produit 20% du chocolat mondial. Donc quand vous essayez de regarder, les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ils produisent 60% de la production du chocolat mondial. Donc quand on prend du cacao,
On essaie d'attacher tous les produits liés à l'industrie de la transformation du cacao, depuis ses plantations jusqu'au produit fini. Nous savons que le chocolat n'est pas simplement utilisé dans vos cafés, le chocolat est utilisé dans tout ce qui est la pâtisserie, même dans l'agroalimentaire, le chocolat est utilisé. Donc vous voyez que nous faisons face là à une véritable puissance économique, le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'est seulement si ces pays-là peuvent en réalité prendre conscience de l'importance et du rôle que ces États occupent au niveau du monde entier. Chers amis, c'est très important ce que M. Tiken Fakoly vient de dire. Mais ce qui est paradoxe, c'est qu'il n'y a aucune industrie de transformation du cacao de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tout le cacao qui est produit en Côte d'Ivoire, le cacao qui est produit au Ghana, est voué à la vente extérieure et à la transformation extérieure. Bizarre, non, chers amis? Imaginez un peu que les grandes industries de transformation du cacao mondial, donc du chocolat mondial, se font en Afrique. C'est-à-dire, si la Côte d'Ivoire n'a pas assez d'étendue pour pouvoir construire ses usines, mais on peut parler de la sous-région, on peut parler des industries de transformation dans les autres pays africains. Donc l'Afrique devenait une véritable puissance. Donc vous voyez que le monde entier devait forcément se déplacer, venir s'acheter chez nous. Et ça devait faire quoi? L'augmentation de la main-d'œuvre. On devait se mettre à générer des économies, la création de l'emploi, des gens qui travaillent, qui vont continuer à payer des taxes dans ces pays-là, et ça va donc faire fonctionner les pays. Ces États auront donc la possibilité de faire payer les services, donc par exemple les services sociaux, des hôpitaux, les services d'hygiène, de la voirie, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis, la prise de la conscience de l'Afrique doit se faire maintenant. On n'a pas besoin de demain là. Parce que pour l'Occident, ils doivent forcément, vous voyez, ils doivent forcément soustraire l'orange, vous voyez, du jus d'orange dans ce fruit d'orange là. Ils doivent soustraire ça de l'Afrique si nous ne sommes pas vigilants. Donc, chers amis démocrates africains, prenons la conscience. Et ceci est aussi normal, et ceci est aussi vrai pour toutes les autres matières premières que nous avons. Le pétrole, notre pétrole à nous. Pour la France, il faut aller prendre. Pour l'Italie, il faut aller prendre en Afrique. Pour les autres pays, il faut aller prendre en Afrique. Et nous-mêmes, on n'a rien, on ne voit rien. Alors, la prise de la conscience, c'est maintenant. On va continuer d'écouter Tiken Fakoly et nous allons mettre fin à ce là. Voilà, donc on va simplement comme des chocolats que vous retrouvez dans les supermarchés un peu partout dans le monde. Il y a 60% qui viennent de ces deux pays. Et donc nous avons tout. Il suffit simplement qu'on parle d'une seule voix. On va simplement imposer nos conditions aux pays occidentaux qui vont payer nos matières premières au prix réel. Parce que quand la France fabrique des voitures, c'est la France qui fixe les prix. Mais quand la France veut acheter notre café ou notre coton, c'est encore la France qui fixe les prix. Les Africains sont plus nombreux que les Chinois. Bon, voilà, chers amis démocratiques, ça c'est un point très important que moi nous avons pensé que c'était nécessaire de pouvoir l'évoquer. Si nous essayons de regarder le pillage économique de l'Afrique qui se fait, c'est avec la complicité des reptiliens, ce que nous avons l'habitude d'appeler des reptiliens, donc ceux qui ont pris l'étiquette de chef d'État, qui utilisent donc cette posture pour pouvoir piller les économies de leurs États en complicité avec des multinationales qui viennent simplement piller l'économie et les minerais et les ressources naturelles de l'Afrique. Et cela, on peut le regarder dans plusieurs pays. Vous voyez, chers amis. Comment fixer le prix? Mais vous savez, chers amis, les pertes d'indépendance africaine, si nous essayons de regarder les Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, tous ces vieux gourous avaient dans leur intention du panafricanisme, c'était ça. L'Afrique devait parler d'une seule voix. L'Afrique devait évoluer ensemble, comme une entité, pas en rond dispersé. Mais vous savez, chers amis, qu'est-ce que nous avons remarqué? Ils nous ont divisés, ils ont divisé. Ils sont venus faire des coups d'État
choisir ceux qui devaient travailler avec eux, ceux qui ne veulent pas travailler avec eux. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Et jusqu'aujourd'hui, hein, ça continue de se faire. Hein, ça continue de se faire. Mais nos matières premières, le baril de pétrole est fixé par eux, par les pilleurs, il faut les dire comme ça. Moi, je les appelle les pilleurs occidentaux. Les multinationales qui se cachent, ce sont des pilleurs, ce sont des groupes mafieux et qui viennent chez nous et qui créent des relations mafieuses avec ceux qui se disent politiciens, parce qu'il faut dire que ce sont ces mêmes multinationales qui leur donnent les armes possibles pour leur garantir le pouvoir. Ce sont les mêmes multinationales qui protègent les crimes, les injustices que ces reptiliens de la mauvaise espèce commettent en Afrique. Ce sont les mêmes reptiliens et ces mêmes multinationales qui protègent ces dictateurs africains, ces despotes africains du point de vue au niveau des Nations Unies par les liens de lobbying qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, chers amis. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de le dire que c'est eux qui fixent. Ils viennent prendre le pétrole, ils viennent prendre le café, ils viennent prendre le cacao, ils viennent prendre l'or, le diamant, ils viennent prendre le coltan. Mais c'est eux qui fixent le prix de ce qui nous appartient, de ce qui ressort de notre sol. Vous voyez, chers amis. Mais ce n'est pas le cas. Nous vivons tous en Occident. Vous n'allez pas aller réduire le prix d'une voiture, le prix même d'une baguette de pain. Vous n'allez pas le réduire. Et en plus, quand vous le payez, à la fin, c'est quoi? Il y a une TVA qui s'ajoute, que le gouvernement retire. Vous voyez, chers amis. Donc, la prise de conscience, certes, nous sommes en train de le remarquer, mais en réalité, il faut donc la mettre en pratique pour faire avancer l'Afrique. Nous allons continuer d'écouter ce que Tiken Fakoly dit. Ce qui est très important, c'est qu'il faut souligner qu'en 2050, la population de l'Afrique va doubler. Donc l'Afrique va devenir un véritable marché économique, un marché de développement. Mais si nous ne gérons pas bien nos ressources humaines, nos matières premières, nos sous-sols, ce qui va arriver, c'est que l'Afrique va devenir un véritable on peut dire, dépotoir de l'Occident ou des grandes puissances. Vous voyez, chers amis. Mais encore, en contrepartie, pour l'Occident qui comprend les véritables enjeux du développement ou le véritable enjeu des affaires, c'est maintenant ou jamais qu'il faut penser réellement à développer l'Afrique avec du véritable partenariat avec sa nouvelle jeunesse qui a une vision énorme, parce que si nous nous retrouvons avec une Afrique qui a quasiment plus de 2 milliards d'habitants autour de 2050, mais ça va devenir un véritable marché pour tout ce qui est l'industrie alimentaire et aussi tout ce qui est la consommation, mais éventuellement les grandes entreprises qui sont impliquées trouveront donc de la clientèle à un grand niveau au niveau de l'Afrique. Donc vous voyez que, chers amis, il ne s'agit pas ici simplement de vouloir exploiter l'Afrique, prendre ce minerai, mais si vous voulez en réalité faire les véritables affaires, c'est en Afrique qu'il faut le faire, et c'est seulement si vous voulez s'installer dans la conscience. On va simplement continuer d'écouter ce que Tiken Fakoly est en train de nous ici. Voilà. Donc. Alors, s'il parlait d'une seule voix, il y aurait un pouvoir incroyable. Est-ce que les Africains sont au courant de ce pouvoir-là? C'est le manque d'éducation qui fait qu'ils ne sont pas au courant de ça. Les gens ne sont pas informés. Nous sommes aujourd'hui 1 milliard de population. En 2050, nous serons 2 milliards. C'est pourquoi je mets l'accent sur l'éducation. Il faut réveiller les populations. Et puis bon, une fois, les gens vont se rendre compte que nous avons les mêmes intérêts. Parce que des gens qui habitent dans un quartier populaire d'Abidjan ou du Congo, Brazzaville, même s'ils sont de différentes ethnies, différentes religions, quand ils sont malades, ils vont dans les mêmes hôpitaux pourris. Leurs enfants vont dans les mêmes écoles pourries. Et donc il suffit simplement, au lieu de se taper dessus, parce qu'on est de religions différentes ou d'ethnies différentes, il suffit de se donner la main pour imposer au gouvernement la construction des structures de santé potable ou des écoles. Voilà. Je vous cite. Les Africains du monde entier, peu importe où ils vivent ou depuis combien de temps, ils ne seront jamais blancs. C'est pour ça qu'ils doivent rester tournés vers l'Afrique. Même s'ils ne reviennent pas physiquement, j'aimerais qu'ils reviennent spirituellement. En Occident, les Noirs ont lutté pour s'intégrer à la société qui est majoritairement... Bon, voilà, chers amis, nous venons là d'écouter. Vous allez tout à l'heure, nous allons continuer cette section. Bon, là, je vais simplement corriger M. Tiken Fakoly.
le problème d'éducation, nous le savons, il y a plusieurs Africains qui sont éduqués. La prise de conscience est là. Les Africains sont maintenant conscients de ce qui est en train de se passer et ils veulent se démarquer de cela. Bon, là, je veux simplement dire que M. Tiken Jah Fakoly n'a pas dit les choses d'une manière claire. Nous sommes conscients de la chose. Voilà pourquoi nous voulons nous libérer de cela. Tous ces jeunes-là qui ont compris le jeu et qui donc cherchent à trouver des voies et moyens pour quitter l'Afrique, prendre le Méditerranée, prendre des risques pour aller en Occident, c'est pour aller chercher quoi? Une puissance économique, aller chercher des moyens pour s'occuper de leurs parents qui sont en Afrique. Donc, vous voyez, chers amis, donc il y a une prise de conscience qui est là. Par contre, les multinationales qui ont tissé des relations mafieuses avec les systèmes politiques de gouvernement en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ces multinationales-là font? Mais on impose simplement le calvaire aux jeunes Africains, c'est-à-dire par ces phénomènes de fixation des prix et de la magouille, on essaie de réduire aux États ce que les États ont censé recevoir. Le cas du Congo-Brazzaville, parce que nous ici nous parlons beaucoup plus du Congo-Brazzaville, nous n'allons pas aller plus interférer dans les autres nations, mais le cas du Congo-Brazzaville est bien clair. Pascal Lissouba qui a eu à renégocier le contrat du pétrolier congolais avec une part du pétrole du Congo à plus de 35%. Aujourd'hui, cette part a été simplement réduite, on peut dire à 7%, dont la famille Sassou Nguesso est l'unique bénéficiaire de ce qui devait revenir au peuple congolais. Vous voyez, chers amis. Donc c'est cela la réalité. En plus, les multinationales en Afrique, ils encouragent quoi? Ils encouragent qu'on ne construise pas les écoles. Même si on veut construire les écoles, on va vous construire les écoles à l'image de ce que le fils de Sassou est en train d'aller faire. Il a fait quelques inaugurations où il a mis un peu de la peinture blanche sur la peinture noire, des écoles archaïques avec des longs bâtiments, un tableau noir-blanc devant, des longs bancs derrière. On a mis un peu du ciment au béton, et c'est cela qu'ils appellent l'éducation. Mais ce n'est pas ça l'éducation. Venez en Occident, allez-y, regardez même les écoles primaires, vous allez voir que les autres avancent. Vous voyez, chers amis. Donc, mais cela est dû par des politiques encouragés par les multinationales qui travaillent avec les dictateurs, les despotes au pouvoir, qui n'arrivent pas à injecter en réalité dans le véritable chemin d'éducation au niveau d'Afrique. Vous voyez, chers amis, le cas du Congo, où on a brisé tout le système éducatif, on a brisé tout le système de santé, peut témoigner. Où les étudiants congolais errent de gauche à droite, n'ont pas de bourse, peut encore témoigner. Donc la prise de conscience est là. Mais le problème, c'est que les Africains ont encore ce côté de peur, là. Ils n'ont pas le courage que nous avons là de venir vous dire là. Et si une fois que quand les Africains, ces jeunes Africains vont prendre ce courage-là, nous pourrons rendre compte que les despotes ne pourront plus subsister. Parce que la force populaire, la révolution populaire fera que le changement arrivera. Donc nous allons nous retrouver avec des véritables constructions, des véritables écoles pour pouvoir faire avancer l'éducation dont est en train d'évoquer Tiken Jah Fakoly. Mais vous savez, les multinationales ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas que tous ces jeunes Africains soient bien éduqués, soient au courant de ce qui est en train de se passer dans leur continent, afin qu'ils continuent leur chemin de pillage dans le silence, et parfois même dans le grand bruit, parce que présentement, pour l'histoire du Congo-Brazzaville, il y a un grand bruit qui est là. L'homme a tout volé, a tout pillé, le grand bruit est là. Mais l'Occident fait semblant de fermer les yeux pour essayer de venir en aide à un despote qui est Sassou Denis. Nous allons continuer d'écouter ce que M. Tiken Jah Fakoly est en train de nous dire ici. Voilà, donc rapidement, allez, on va... Blanche, et ils réussissent de plus en plus. Vous en pensez quoi? Je pense que de toute façon, notre place est en Afrique. Si les gens partent de l'Afrique, qu'est-ce qui viendra changer les choses à notre place? Moi, je pense que notre place, c'est en Afrique. En même temps, bon, on a le droit de bouger, puisque quand vous êtes Canadien ou Français, vous décidez d'aller à Bamako ou en Côte d'Ivoire, vous vous levez, vous faites votre bagage. 3 jours après, vous êtes à Bamako ou à Douala, au Cameroun. Et ça, c'est pratiquement impossible pour un Africain.
Donc nous avons le droit de bouger, mais notre place c'est en Afrique. C'est nous qui devons changer les choses en Afrique. Personne ne viendra le faire à notre place. Vous n'êtes pas maître chez vous encore? On n'est pas maître chez nous parce qu'on est désunis. On est désunis, on a été divisés depuis très longtemps et ça a été fait exprès. On a été divisés pour nous affaiblir. Mais à partir du moment où on s'est rendu compte que tout ça, ça a été fait exprès, il faut simplement se rapprocher, il faut s'unir pour faire face à toute cette situation. Bon, voilà, chers amis, vous aviez là entendu, notre place c'est en Afrique. Si on ne se bat pas pour l'Afrique, personne ne se battra pour nous. C'est ça la réalité, en réalité, le véritable message que moi, personnellement, je tenais à vous le dire, c'est cela. Si nous, mais c'est ce qui est logique, hein. Et si tu ne te bats pas pour ta famille, personne ne se battra pour toi. Si tu ne te lèves pas le matin pour aller chercher, aller travailler fort, personne ne viendra nourrir tes enfants. C'est ça la réalité. Si l'Occident vient chez nous, parce qu'ils ont un intérêt, mais une fois qu'ils ont acquis cet intérêt-là, mais ils vont s'en foutre éperdument, c'est ce qui compte. C'est l'intérêt, ils s'en foutent éperdument de la vie, des conditions des Africains. Ce qui compte, c'est le but qu'ils viennent, le but qu'ils sont venus, ce qu'ils veulent prendre chez nous. C'est ça qui est le plus important pour l'Occident et les multinationales. Mais c'est à nous-mêmes d'ouvrir les yeux et de prendre en réalité la conscience. Sinon, les multinationales ne prendront jamais la conscience à notre place. C'est impossible, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Parce qu'eux, ils viennent pour le... Chers amis, comprenez que le monde fonctionne par un système de business. C'est-à-dire, et si le partenaire économique que vous avez se rend compte que vous êtes bête, mais il va vous rouler dans la farine parce qu'il va retirer le maximum qu'il peut auprès de vous. Si vous n'êtes pas intelligent, il va forcément vous escroquer, continuer à vous escroquer, jusqu'à ce qu'il va renflouer ses caisses. C'est la loi de la nature. Voilà pourquoi, vous voyez, l'Occident a mis des balises dans les systèmes de loi pour se rassurer que le vol ne se réalise pas. L'Occident a mis en place des stratégies pour baliser son économie. Je venais de voir là, M. Mélenchon, il venait de faire une publication, il parle de plus de 3 000 milliards, je ne sais pas si c'est, peut-être que j'ai fait une erreur, mais sur le nombre, mais en tout cas, sur le chiffre, mais en tout cas, il a fait une publication, il parle de plus de 3 000 milliards des fonds qui sont en train de s'échapper à la fiscalité au niveau de la France et qui partent dans des paradis fiscaux. Mais comment ils arrivent à connaître ça? C'est parce qu'ils ont mis en place des stratégies, des systèmes, des mécanismes qui permettent d'identifier les fuites des capitaux dans un État. Donc on peut savoir tous ceux-là qui ont fait fuir les capitaux par un système de fraude dans les paradis fiscaux. Mais en Afrique, certains pays certainement commencent à le faire. Mais en tout cas, l'Afrique noire francophone, surtout cette zone de la CEMAC, comme nous savons, aujourd'hui, cette CEMAC est dans la merde. Et dans la merde. Vous voyez, chers amis. Et donc, on le dit encore, si les Africains ne vont pas se lever pour on vous dit tout simplement, pour retrouver le chemin du développement, personne ne le fera pas, personne ne le fera à notre place. Si nous essayons de regarder, l'ensemble de l'Afrique est plus peuplé que la Chine. Mais les Chinois se sont parlé d'une seule voix. Aujourd'hui, la Chine est devenue l'une des puissances économiques du monde. Parce que la Chine a poussé à l'Occident de venir avec la technologie chez eux. Et ils ont copié. Et ils deviennent les meilleurs. Donc, le transfert de la technologie, chers amis démocrates africains, vous allez certainement beaucoup le parler en Afrique. Ça ne se fera jamais si vous attendrez que les Occidentaux vous emmènent cette technologie-là dans votre maison. Jamais ça se fera. C'est ça la réalité. Parce que pour eux, tant que vous êtes démunis, ils vont continuer à vous manipuler, ils vont continuer à prendre ce qui vous appartient, gratuitement. Donc le changement, le transfert de technologie ne se fera jamais. Mais ça se fera, et si seulement si l'Afrique est capable de rapatrier ces élites qui sont parties de l'extérieur étudier
les faire venir en Afrique. Et en ce moment-là, ce sont ces élites-là qui apporteront donc cette technologie-là qu'ils ont eu à prendre. C'est comme ça que le Rwanda, par exemple, est en train d'évoluer petit à petit. Oui, les gens nous disent que c'est un dictateur, mais c'est un dictateur qui a compris. Il a compris que la nation d'abord, le patriotisme. Le Rwanda vit aujourd'hui à l'image du patriotisme américain. C'est cela. Mais chez nous, c'est quoi? Vous avez des despotes, vous voyez, des hommes non visionnaires, des gens comme Sassou Nguesso, qui n'a aucune vision, malgré toutes les sommes énormes d'argent que cet homme a eu. Mais dans sa tête, dans son compte, tellement il a un petit cerveau de brin de caillou. Pour lui, c'est que quand c'est voler cet argent-là et aller cacher cet argent à l'extérieur. Mais ce même Sassou ne sait pas que une fois que cet argent se retrouve dans les paradis fiscaux, mais c'est fini. L'argent-là ne rentrera plus jamais au Congo. Et là où il est allé cacher l'argent, ce sont les mêmes occidentaux qui vont donc le chambouler pour conserver cet argent. Vous voyez que l'homme, dans sa mauvaise foi, a simplement pris l'argent du Congo pour aller donner aux étrangers. Et toute sa famille, hein, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, hein, ils croient prendre l'argent du Congo, aller cacher à l'extérieur, que ça devient une protection énorme donc de leur famille. Mais ils sont en train de se tromper énormément parce que l'argent là va être contrôlé par l'Occident. Vous voyez que c'est un manque à gagner pour l'Afrique. Alors que cet argent pouvait nous permettre aujourd'hui d'arriver au niveau de l'Arabie Saoudite. Le niveau de développement, nous avons eu énormément de sous. Mais la mauvaise foi, le mauvais cœur, la sorcellerie, c'est ça la réalité de l'homme noir africain francophone du Congo-Brazzaville a fait que non, il faut simplement se mettre à massacrer ceux-là qui sont hostiles à ce régime dictatorial ou à faire d'eux des personnages non grata ou à les condamner tout simplement dans des prisons et que l'argent du Congo devient pour eux qu'eux, ils se permettent de prendre les grands avions, aller dans des hôtels de luxe, acheter tout ce qui est bien matériel et cacher cet argent en Occident. L'argent qui est caché en Occident fait donc fonctionner l'économie de l'Occident, des pays où on a mis de l'argent, des grandes multinationales qui vont donc emprunter cet argent pour développer l'Occident. Pendant ce temps, l'Afrique est en train de reculer. Vous voyez, chers amis, donc pour que nous arrivons ce que, comme Tiken Fakoly a dit, qu'on arrive au développement, l'Afrique puisse parler d'une seule voix. Mais l'Afrique, là, va parler d'une seule voix, c'est la nouvelle Afrique. Ce n'est pas l'Afrique des despotes qu'on voit aujourd'hui qui se réunissent à Addis Abeba pour un sommet contre la corruption. Alors que nous avons dans ce sommet-là, les plus grands corrupteurs du monde sont là à ce sommet, comme Denis Sassou Nguesso. Il se met gaillardement dans cette réunion d'anticorruption, alors qu'il est le corrupteur numéro 1 du monde, même dans cette région d'Afrique. Il est là dans cette région. Vous voyez que ces gens-là, ça leur manque du culot, ça leur manque de la conscience. Et c'est simplement, comme on a l'habitude de le dire, démocrates africains, ce que nous devons faire. Et ces reptiliens de la mauvaise espèce, il faut faire comme ça. C'est du papier, le jeter au feu, et on le brûle et puis c'est terminé. Ceci m'emmène droit à la conférence de M. Boukadia. La conférence, il a, ce matin, hein, je crois que c'était l'heure d'Europe, il a parlé de sa conférence internationale. Nous avons notre mot à dire là-dessus. Ce même discours que Boukadia est venu vous dire, il a déjà dit quasiment toutes les fois qu'il est en train de faire ses tribunes sur cette conférence internationale. Nous, on ne vous cache rien. On vous dira la vérité. Ils vont monter là en créneau pour venir nous critiquer, pour nous insulter. On va s'en foutre éperdument. Arrêtez de berner le peuple congolais, de vous faire croire que Modeste Boukadia est le Moïse qui va venir apporter le changement au Congo d'une manière pacifique. Jamais. Ça ne se fera pas, chers amis. Ça ne se fera pas. C'est ça la réalité. Si
si nous essayons de regarder le contenu de la conférence internationale de M. Boukadia, il parle de la conférence internationale. Il a évoqué 2 raisons. La première raison, parce qu'il y a eu le génocide du pôle. Et c'est ça qui fait que l'ONU va venir intervenir, parce qu'il y a eu le génocide du pôle. Mais nous voulons rappeler à M. Boukadia, Sassou a déjà fait le génocide en 2008, le génocide de Kouyou, dans le village de Ikonongo, le village de Pieronga. Il y a déjà eu un génocide là-bas, où il a mené ses bataillons militaires, il a massacré le peuple là-bas. L'ONU n'est jamais venue intervenir au Congo. Donc si M. Boukadia veut rattacher son dialogue international pour dire que les Nations Unies vont organiser ce dialogue-là, parce qu'il y a eu le génocide du pôle, pour simplement faire coopter nos amis ressortissants du pôle pour leur dire que nous avons un leader qui est en train de se battre pour nous, alors chers amis, vous êtes en train de vous tromper, vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil. Ça c'est le premier point. Et nous on vous le dit en face. Deuxièmement, vous avez parlé de pillage économique comme une deuxième raison qui fait que les Nations Unies puissent organiser ce dialogue-là. Le pillage économique du Congo avec Sassou Nguesso a commencé depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir, depuis l'assassinat du président Marien Ngouabi. Il a toujours pillé le Congo. Nous sommes partis à la conférence nationale au Congo. Il y a eu de la gabegie financière, le pillage des biens mal acquis, tous les projets liés au projet, tout ce qu'il a parlé de l'autosuffisance alimentaire jusqu'au l'an 2000, jusqu'au plan quinquennal, a été simplement un projet de vol et de pillage du Congo. Les biens mal acquis, on a déjà commencé à parler de ça, même pendant la conférence nationale. Mais il n'y a jamais eu une conférence internationale pour le Congo-Brazzaville. Donc, chers amis, nous sommes objectifs. Quand M. Boukadia nous dit ceci, nous allons faire de cette conférence internationale du modèle de Mandela. Le modèle de Mandela, c'est quoi? Qu'est-ce que Mandela a fait? Il sort de la prison, il pardonne ses bourreaux et il avance. Donc ça veut simplement dire que cette conférence internationale est une table ronde où les victimes et les bourreaux vont s'asseoir et que les bourreaux vont sortir de là tranquillement. Mais par contre, M. Boukadia se contredit encore lui-même. Il se dit, ceux-là qui ont commis des crimes, nous avons déjà parlé à la procureure de la Cour pénale internationale de justice, les dossiers sont ficelés et nous attendons simplement que la conférence et que la communauté internationale puisse faire son travail. Donc ceux qui ont commis des crimes vont se justifier. Donc là n'est plus le modèle de Mandela, M. Boukadia. On vous le dit. Alors donc, n'emmenez pas les Congolais en bateau là. On vous le dit là. Vous voyez? Ça c'est la contradiction encore qu'on va vous apporter. Il dit qu'il est simplement le porte-parole. Mais on lui a demandé. Qui lui a demandé? Il n'a pas répondu. Donc nous considérons que ce sont les Nations Unies qui lui ont demandé. On lui a demandé comment voulez-vous structurer cette conférence internationale? Bon, si vous êtes le porte-parole, nous pensons que vous ne pouvez pas donner le cahier de charge à ceux-là qui vous demandent d'organiser, parce que si vous n'êtes que le porte-parole, donc c'est le peuple congolais qui va se décider de ce qui va se dire à cette conférence internationale. Donc M. Boukadia n'est plus en ce moment-là celui qui donne les directives à ce qui va se dire aux Nations Unies. Ce sont les Congolais qui vont des préalables avant cette conférence internationale, si on l'aura, si en réalité on va y avoir. Et puis ce sont les Congolais qui vont dire ce qui va être fait, ce qui va être dit. Ce n'est pas Boukadia qui va être le leader aussi. Parce que si il dit que cette conférence internationale c'est pour l'unité nationale, c'est pour le peuple congolais, là le nom de Boukadia n'est plus comme celui-là qui est on peut dire, l'homme qui conduit cette conférence internationale, parce que ça sera en ce moment-là le peuple congolais qui prendra les commandes. Et si le peuple congolais en ce moment-là décide de nommer Boukadia comme le porte-parole, en ce moment-là,
Boukadia sera le porte-parole de cette conférence internationale. Vous voyez, chers amis, donc, on vous dit, nous ne voulons pas mener les choses au modèle de Mandela. On vous le dit d'une manière claire. Le modèle de Mandela, c'est que les bourreaux vont continuer de garder les multimilliards de l'argent du Congo qu'ils ont dans les banques. Ils vont continuer à vivre dans l'opulence, dans la tranquillité, pendant que les victimes vont continuer à vivre, parce qu'il faut le dire que pour relever le Congo, il nous faut encore peut-être plus de 50 ans. Hein, pour relever le Congo, chers amis, c'est ça la réalité. Si on va se fier du dégât que Sassou a laissé, ça va prendre au moins 25 ans hein, pour ramener le Congo au niveau zéro et à commencer l'économie du Congo. C'est ça, à commencer le véritable développement du Congo. C'est ça la réalité, chers amis. Donc, chers amis, ça c'est d'un autre côté. Boukadia nous dit, lui il est pour la paix, il n'est pas pour prendre le pouvoir par les coups d'État, il veut le rassemblement. Donc Boukadia aujourd'hui prend la conscience pour se dire qu'il va se mettre entre la vieille génération qui a détruit le Congo, ça sont ses propres dires, et la nouvelle génération. Mais Boukadia a fait partie de cette génération qui ont ramené Sassou par le coup d'État de 1997. Ça sont des choses qu'il faut rappeler à M. Boukadia. C'est ça la réalité. Et à ceux-là qui sont derrière Boukadia. Maintenant, si M. Boukadia aujourd'hui a pris la conscience pour dire il est temps de tourner le dos aux mauvaises choses et de se mettre dans la droiture, tant mieux. Et nous apprécierons cette façon de faire. Mais, chers amis démocrates africains, il y a un doute énorme, un véritable doute énorme. Si M. Boukadia vous dit il fait du lobbying, faire du lobbying ne signifie pas que vous avez obtenu ce que vous êtes en train de chercher. Nous sommes en train de faire du grand lobbying, le travail de l'obscurité, comme lui-même il venait de mentionner, pour remplacer le système politique au Congo. Mais nous savons que dans le lobbying que nous sommes en train de faire, jamais on nous a garanti à 100% pour dire oui, monsieur Pongui, vous allez obtenir cette force, l'équilibre des forces militaires là. On ne nous a jamais dit ça. C'est incroyable qu'une personne qui fait le lobbying vient rassurer au peuple congolais. Moi je le dis, simplement pour réanimer la flamme dans ces fanatiques, parce qu'il faut le dire qu'il y a ceux-là qui sont rentrés dans le côté caricatural de cette affaire de conférence internationale et qu'ils font de ça l'objet de discussion, l'objet de défaire tous les Congolais, l'objet de séparation, donc réanimer la flamme dans les fanatiques aveugles qui ne voient pas de loin, une façon de leur dire que oui, ils vont toujours avoir leur conférence internationale. Mes chers amis, nous avions un doute énorme parce que partout où nous sommes passés, M. Boukadia ne va pas nous dire que ces lobbying aussi sont plus forts que les lobbying que nous sommes en train d'utiliser. Tous nous rentrons dans les mêmes bureaux, dans les mêmes diplomaties. Comme il parle de ces diplomaties dans les congrès américains, dans le Sénat américain, nous sommes là-dedans bien impliqués. Mais en tout cas, à ce jour, nous savons, aucun sénateur américain, aucun membre du congrès américain, ni aucun président leader du monde nous a donné le feu vert pour dire vous allez obtenir votre équilibre de forces militaires au Congo. Et nous en sommes aussi convaincus que pour la conférence internationale de M. Boukadia, je ne vois pas un diplomate ou un leader du monde qui lui a déjà donné cette garantie. Donc pour nous, une façon de dire au peuple congolais que la conférence internationale va se faire, alors nous pensons simplement que c'est de l'abus et que nous pensons qu'il faut dire la vérité au peuple congolais. Faire du lobbying, là je répète encore aux fanatiques aveugles qui ne comprennent pas le véritable sens dans cette affaire de conférence internationale. Là j'interpelle ces petits groupes qui se forment à Paris, en Europe, au Congo, dans cette affaire de la conférence internationale, que faire du lobbying ne signifie pas que vous avez obtenu le feu vert et le go pour aller faire votre conférence internationale. Parce que si elle dépendait de Boukadia, et nous pensons que nous aurons déjà vu la mobilisation et nous aurons déjà vu cette conférence internationale avoir lieu. Quand on lui demande le temps, la raison que M. Boukadia évoque pour dire, ben écoutez, moi
j'ai commencé à parler de cette conférence internationale il y a quasiment 6 mois. Laissez-moi le temps. Et encore une deuxième raison que moi j'ai trouvé franchement de banal. Il dit, ils veulent savoir ce que je fais. Ils veulent me pousser à vous, enfin simplement, tout simplement ce qu'il voulait dire, c'est que cela, le régime de Sassou, qui a l'expertise dans le blocage, veut simplement savoir le niveau d'avancement de Boukadia, qui sont ses relations pour aller bloquer ça. Mes chers amis, ce n'est pas une raison. Un homme politique a des agendas. Nous travaillons dans la notion du temps. Cette conférence internationale, certainement vous allez la voir après 20 ans. Possible. Après 30 ans. Possible. Et ça, c'est la vérité que nous sommes en train de dire à ces fanatiques aveugles et qui ne comprennent pas le sens et qui ne sait pas de regarder en réalité les calculs. On va vous dire, chers amis, quel est le plan? 1. Vous n'aurez pas cette conférence internationale. Pourquoi? On vous donne les raisons. Sassou est le joker de la France. Premièrement, Sassou a bradé les minéraux du Congo. Ça, c'est le deuxièmement. Le régime politique du pouvoir en France venait d'envoyer ses 2 grands ministères au Congo. Donc, celui des finances et de l'économie. Monsieur le maire est allé voir Sassou. Celui de l'intérieur, ou des affaires étrangères, pardon, Yves Le Drian est allé voir Sassou. Dans les rencontres, ces échanges d'amitié, on peut remarquer Sassou qui arrive à venir rencontrer M. Macron par des sommets concrets et on fait venir Sassou. Donc vous voyez qu'il n'y a aucun signe qui démontre que la France a lâché Sassou. Ça, c'est le premier point. Les accords militaires que Sassou a signés avec la France, la famille de Sassou a signé avec la France, continuent de se faire d'une manière normale. Sassou venait d'obtenir une construction d'une DCA, détection canon anti-aérien. Les bunkers continuent à se faire construire. Les munitions de guerre et de matériaux, des armes chimiques continuent d'arriver dans le camp militaire de Olombo. Autour de Olombo, incluant les mercenaires, il a plus de 100 000 troupes. Et dans chaque département aujourd'hui au Congo, il a plus de 10 000 troupes dispatchées. Donc Sassou dispose quasiment de plus de 200 000 troupes à ses côtés. Les camps militaires qui sont construits au nord du Congo, ce sont des instructeurs français qui travaillent à l'intérieur. Donc vous voyez, chers amis, nous ne voyons pas là encore de signe que cette France-là est prête à lâcher Sassou. Ça, c'est le deuxième. Nous allons au troisième plan. La stratégie qui consistait de demander à Sassou de quitter le pouvoir et de ramener son fils est en train de continuer son chemin. Son fils a déjà pris les commandes. Il joue déjà la fonction de vice-président. Et chers amis, leur plan est en train d'avancer tranquillement pendant que vous êtes dans des discussions inutiles de la conférence internationale. Sassou est en train de préparer un dialogue qui lui permettait donc d'accepter cette condition et qui est celle simplement de laisser le fils prendre les rênes de commande en complicité avec un certain nombre de leaders politiques au Congo-Brazzaville. Donc vous voyez, donc alors chers amis démocrates africains, on vous le dit encore, la réalité de ce monde que nous sommes en train de voir, vous n'aurez pas cette conférence internationale que vous êtes en train de chercher. La seule façon que nous allons arriver à changer les choses au Congo-Brazzaville, c'est que les Congolais se lèvent en réalité. En réalité, les Congolais doivent se lever. C'est l'équilibre des forces militaires qui demeure l'option numéro 1 pour pouvoir remplacer les choses. C'est l'équilibre de forces militaires. Tant qu'il n'y aura pas l'équilibre de forces militaires, les choses ne vont pas s'arranger. Alors, chers amis, donc prenez la conscience pour que nous arrivions à cette solution. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci, au revoir.